Chaque année, plus d'1 milliard de tonnes de fonte sont coulées dans le monde. Mais d'où vient ce métal de feu? Imaginez un four gigantesque, haut comme un immeuble de 35 étages, qui ne dort jamais. Ses entrailles brillent comme le noyau de la Terre, et la température y atteint 2000 degrés. C'est le haut fourneau. Ici, on ne fait pas que fondre du métal. Ici naît le cœur de l'industrie. Mais il y a un secret que seuls ceux qui se tiennent près du trou de coulée connaissent. Si vous regardez jusqu'à la fin, vous saurez ce qui se passe réellement au centre de cette forteresse en feu. Et pourquoi cela change tout. Imaginez une tour colossale, plus haute qu'un gratte-ciel de 35 étages. Le sol sous vos pieds vibre légèrement de son travail incessant, et l'air est empli d'un grondement semblable à la respiration d'une bête géante. La nuit, son sommet rougeoie, chassant l'obscurité. C'est le haut fourneau, une fonderie verticale colossale, où, sans interruption, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, se produit la magie de la transformation du minerai en métal. Pourquoi haut fourneau? Ce nom vient de sa structure imposante, et ce n'est pas un hasard. Le grand secret du haut fourneau, c'est l'injection continue d'un air incroyablement chaud, qui entretient le feu et déclenche tous les processus nécessaires. Si l'on coupait un haut fourneau en deux, on verrait qu'il ressemble à une bouteille allongée. Chacune de ces parties a son nom et sa fonction. Les parois du haut fourneau sont revêtues de l'intérieur de briques réfractaires spéciales, capables de résister à des températures qui feraient fondre la pierre. C'est une véritable forteresse, construite pour dompter le feu. Alors, que jette-t-on dans cette gueule ardente? Le processus ressemble à la préparation d'un plat selon une recette très stricte. Le mélange d'ingrédients chargés dans le four s'appelle la charge. Voici ses principaux composants: le minerai de fer, le combustible, le coke et les fondants. Ces trois composants sont chargés dans le four en couches strictement définies. Une couche de coke, puis une couche de minerai avec les fondants, de nouveau du coke, et ainsi de suite. Toutes les quelques minutes, une nouvelle charge de plusieurs dizaines de tonnes est enfournée. Le minerai de fer est la base de tout. En général, on n'utilise pas simplement le minerai extrait du sol, mais de l'aggloméré ou des boulettes spécialement préparées. Il s'agit de fines particules de minerai frité ou de billes de concentré de minerai roulé. L'objectif principal est que la matière première contienne le plus possible de composés de fer et d'oxygène, desquels il faudra ensuite extraire cet oxygène. Le coke est du charbon de houille, grillé, dans des fours spéciaux, sans accès à l'air. Après un tel traitement, il devient solide, poreux et brûle, en dégageant une quantité énorme de chaleur. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Le carbone, qui compose le coke, est le principal magicien qui transforme le minerai en métal. Le fondant est le plus souvent du simple calcaire. À quoi sert-il? Le minerai et le coke contiennent toujours des impuretés inutiles, ce qu'on appelle la gangue. Le calcaire aide à lier ces impuretés, formant un laitier facilement fusible. Voilà, la charge est enfournée. Et maintenant, c'est là que le plus intéressant commence. Deux flux se déplacent l'un vers l'autre. D'en haut, les couches de charge descendent lentement, tandis que d'en bas, un ouragan de gaz incandescent monte à leur rencontre. Tout commence en bas, dans le creuset. Par des tuyères spéciales, de l'air chauffé à 1200 degrés, Celsius est injecté dans le four sous une pression énorme. C'est plus chaud que la lave d'un volcan. Au contact du coke incandescent, l'oxygène de l'air s'enflamme instantanément. La température dans cette zone grimpe jusqu'à 2000 degrés. Il se forme alors du dioxyde de carbone. Mais en montant plus haut et en traversant de nouvelles couches de coke, il se transforme en un autre gaz, le monoxyde de carbone. Et ce gaz
c'est un véritable voleur d'oxygène. En s'élevant de plus en plus haut dans la cuve du four, ce flux de gaz incandescent enveloppe les morceaux de minerai et commence à en arracher avidement l'oxygène, laissant derrière lui du fer réduit et spongieux. Le fer réduit poursuit son voyage vers le bas, dans des zones de plus en plus chaudes. Il traverse les couches de coke incandescent et, comme une éponge, commence à absorber son carbone. Et là, une chose étonnante se produit. Le fer pur fond à une température très élevée de 1539 degrés, mais l'enrichissement en carbone abaisse considérablement ce point de fusion. C'est pourquoi, dans le haut fourneau, on n'obtient pas du fer pur, mais son alliage avec le carbone, la fonte, qui devient liquide dès 1200 degrés. Toutes les 40 à 60 minutes environ, une quantité suffisante de produits liquides s'accumule dans la partie inférieure du four. C'est le point culminant. Un spectacle envoûtant. Un ouvrier du haut fourneau, le fondeur, à l'aide d'une perceuse spéciale, ouvre une ouverture dans la paroi du four, le trou de coulée. D'abord, on évacue le laitier. Il est plus léger que la fonte. Il flotte donc à la surface. C'est une masse en fusion, semblable à de la lave, qui s'écoule dans des poches spéciales. Et puis, ensuite, on ouvre le trou de coulée de la fonte. Et de là, avec un rugissement, jaillit un flot éblouissant et scintillant de métal en fusion. C'est la rivière de feu. La température de ce flot est d'environ 1500 degrés. Il s'écoule par des rigoles spéciales, inondant tout de sa lumière aveuglante, et remplit des poches gigantesques, semblables à des wagons-citernes. Chacune de ces poches contient des centaines de tonnes de métal liquide. Ensuite, la fonte poursuivra sa prochaine étape. Soit elle sera coulée dans des moules, soit, ce qui est plus fréquent, elle sera envoyée pour être transformée en acier. Le haut fourneau est une production étonnante qui ne donne pas seulement de la fonte. Les sous-produits sont tout aussi importants. Le laitier de haut fourneau, que nous avons déjà mentionné, devient après refroidissement et broyage une matière première précieuse pour la production de ciment, de blocs de construction et de revêtements routiers. Le gaz de haut fourneau qui sort du four n'est pas rejeté dans l'atmosphère. Il est dépoussiéré et utilisé comme combustible pour chauffer ce même air qui est injecté dans le four. On obtient ainsi une sorte de cycle fermé qui rend le processus plus économique. Bien sûr, la sidérurgie représente un défi écologique majeur. Cependant, les technologies modernes ne cessent d'évoluer. Lors de la modernisation des hauts fourneaux, on installe de puissants filtres et systèmes de dépollution qui capturent la poussière et les gaz nocifs. Les scientifiques et les ingénieurs du monde entier travaillent à la création de technologies vertes. Par exemple, l'utilisation de l'hydrogène à la place du coke pour rendre la production de métal plus propre. Mais pour l'instant, le haut fourneau reste le roi de la sidérurgie. Et chaque fois que vous voyez un pont, un gratte-ciel ou un train, souvenez-vous de ces géants de feu et des hommes qui domptent les rivières de feu pour donner au monde une base solide et fiable. Pendant 75 ans, de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1970, les États-Unis ont été le leader mondial incontesté de la production de fonte, d'acier et de produits laminés. Durant cette période, la sidérurgie américaine n'était pas seulement une branche de l'industrie, mais la clé ou le baromètre de l'économie américaine. Dans les années 1920, par exemple, le pays produisait environ la moitié de la fonte mondiale. Imaginez, 1 tonne sur 2 de ce métal stratégique dans le monde naissait précisément dans les hauts fourneaux américains.
Feu froid, eau sèche, vent immobile. Vous allez me dire, mec, t'as perdu la tête ou quoi? Et non. Aujourd'hui, on parle de la glace sèche. Vous vous êtes déjà demandé comment on fabrique ce truc, ou même ce que c'est vraiment? Vous saviez que c'est produit à une échelle dingue? Allez, je vous embarque dans le délire. On y va. La glace sèche industrielle, c'est du dioxyde de carbone solide. Ouais, ce gaz qu'on expire tous les jours. Il gèle à moins 78,5 degrés Celsius, un froid de malade. En gros, le dioxyde de carbone, c'est ce qu'on souffle, ce que les plantes bouffent pour nous refiler de l'oxygène. Et rebelote. Ça sort aussi quand on brûle du carburant, quand la bière fermente, ou dans vos sodas pétillants. Si vous refroidissez ce gaz à bloc et que vous le compressez, il devient liquide. Et si vous relâchez la pression d'un coup, bam, ça se transforme en glace sèche. Pas de fonte, pas de flaque, ça s'évapore direct dans l'air. Magique, non? On l'utilise partout. Médecine, transport, bouffe, et même pour des effets spéciaux, grâce à sa capacité à refroidir en un clin d'œil et à disparaître sans laisser de traces. En médecine, c'est le roi pour garder les vaccins, les organes pour les greffes, ou les médocs au frais. Vous avez entendu parler de la cryothérapie? Genre, soigner les verrues avec du froid? C'est ça. Pour la bouffe, ça transporte la viande, les fruits de mer, les glaces. Tout ce qui doit rester gelé sans frigo branché. En logistique, c'est le plan parfait pour livrer du froid sans électricité. Dans l'industrie alimentaire, on le glisse dans les boissons gazeuses pour faire les bulles. Et ça refroidit aussi les produits pendant la fabrication. Et les spectacles, alors? Ce brouillard blanc épais sur scène ou dans les films, avec la fumée qui coule d'une fiole. Ouais, c'est la glace sèche, mec. Visuellement, ça claque grave. Fabriquer de la glace sèche, c'est pas une blague de cuisine. Ça se passe dans des usines cryogéniques, des monstres industriels. Ces usines occupent entre 5 000 et 20 000 mètres carrés. Imagine 10 à 40 terrains de basket. Au milieu trônent des réservoirs cryogéniques, des cuves métalliques géantes, jusqu'à 15 mètres de haut, capables de stocker de 20 à 100 tonnes de dioxyde de carbone liquide. Il y a un léger bourdonnement dans l'air, les compresseurs et les presses qui tournent à fond. Les réservoirs crachent le gaz dans des tuyaux énormes. Direction les machines de pressage. Ces bêtes avalent jusqu'à 500 kg de glace sèche par minute. Incroyable, non? Quand le dioxyde de carbone liquide jaillit du réservoir et se détend d'un coup, il gèle instantanément. Ça fait une sorte de neige sèche, toute légère. Une nuage de vapeur blanche s'élève au-dessus des presses hydrauliques, qui écrasent ce neige en briques ou en petits granules bien compacts. Les tapis roulants défilent sans arrêt, transportant des blocs glacés à travers des tunnels froids où la température reste sous moins 40 degrés. Histoire que ça s'évapore pas trop vite. Sur certaines lignes, des machines automatiques découpent les grosses plaques en morceaux ou les transforment en billes de quelques millimètres. Les emballeuses, elles, bossent à la vitesse éclair. Elles remplissent des conteneurs thermiques avec des doses précises, des paquets d'1 kilo jusqu'à des caisses de plusieurs centaines de kilos. Les machines scellent tout hermétiquement pour limiter l'évaporation.
En 1 heure, une usine peut sortir jusqu'à 5 tonnes de glace sèche. Et tout ça dans un brouillard blanc qui flotte autour, un peu mystique, un peu futuriste. Comme je disais, dans les zones de pressage et d'emballage, ça caille sévère, moins 40 degrés. Les mecs qui bossent là-dedans sont sapés comme des cosmonautes. Combinaisons isolantes pour bloquer le froid, gants thermiques parce que toucher la glace sèche, ça brûle direct. Lunettes et masques pour pas choper une irritation des yeux ou des poumons. Et des chaussures épaisses, histoire de pas geler les pieds sur le sol métallique. Avec toute cette vapeur qui traîne, les ventilations tournent à plein régime pour garder l'air respirable. Les gars bossent en shift court, alternant entre le froid polaire et des pauses dans des salles chauffées. Faut pas déconner avec ça. Beaucoup de trucs sont automatisés pour limiter les risques, mais même avec tout ce matos, bosser là-dedans, c'est pas pour les fragiles. Faut du mental et respecter les règles à la lettre. Mais d'où ils sortent tout ce dioxyde de carbone? Sérieux? Vous allez me demander. Pas besoin de courir dans les bois avec un filet. En fait, ils le récupèrent comme déchets d'autres industries, genre la fabrication d'ammoniac ou d'engrais. Écolo, non? On recycle un gaz qui existe déjà. Pas besoin d'en produire plus. Les grosses sources, c'est les usines d'ammoniac, les brasseries où la bière fermente, les raffineries de pétrole ou les cimenteries. Au lieu de balancer ce dioxyde dans l'atmosphère, ils le capturent avec des systèmes spéciaux. Ensuite, ils le filtrent, le sèchent pour qu'il soit nickel, puis ils le compriment sous haute pression pour le rendre liquide. Et pour le compacter encore plus, ils le refroidissent à moins 20 degrés. Bref, ça réduit les gaz à effet de serre tout en créant un truc utile. Petit fun fact, on appelle ça glace, mais ça fond pas. La glace normale, elle devient de l'eau. La glace sèche, elle, passe direct en gaz. Ça s'appelle la sublimation. Pas de flaque, juste pouf, disparu. La glace sèche, c'est top pour conserver la bouffe. Mais attention, c'est pas un jouet. Si vous l'avalez ou respirez trop de vapeur, ça peut partir en vrille, brûlure ou asphyxie au menu. Il y a eu des cas où des potes ont voulu faire les malins en balançant de la glace sèche dans une piscine. Résultat, quelques-uns y sont restés. Et si vous la touchez sans gants, bonjour l'engelure. Bref, cette substance, c'est un truc de ouf, plein d'utilisations. Mais faut la manier avec respect. Alors, vous en pensez quoi? Plutôt cool, non? « 30 000 tonnes d'acier, 100 mètres de long, et une seule chance de souder le tout à la perfection. Au cœur des chantiers navals géants, entre les éclairs de soudure à l'arc et le grondement des grues, naissent les géants des mers, ces navires qui traverseront les océans. Ici, chaque soudure n'est pas qu'un point de métal. C'est une promesse de sécurité pour des milliers de passagers à bord. Comment les robots et les humains unissent-ils des centaines de blocs pour former une coque insubmersible? Comment l'un des plus grands exploits d'ingénierie prend-il vie sous nos yeux? Regarde bien, tu vas voir battre le cœur en fusion d'un titan des océans. La soudure de la coque est une étape cruciale. Elle garantit la solidité, la durabilité et la sécurité du navire. Les méthodes traditionnelles de soudure sont peu à peu remplacées par des technologies modernes qui
qui accélèrent le processus et offrent des soudures d'une qualité exceptionnelle. Le lieu où tout cela se passe? Un immense chantier naval, parfois grand comme une ville. Ce n'est pas juste un atelier, mais un site d'ingénierie XXL. Le chantier couvre des dizaines d'hectares, avec des cales sèches, où l'on assemble les navires, et des ateliers spécialisés dans le traitement des métaux. Dans les cales sèches, les coques reposent sur d'énormes supports, ce qui permet aux ouvriers de travailler sur chaque section avec facilité. Des grues géantes déplacent les blocs de plusieurs dizaines de tonnes pour les amener à l'emplacement de soudure. Autour, c'est un concert de machines, d'étincelles, de bruits métalliques, une vraie chorégraphie industrielle. Les héros ici, ce sont les soudeurs. Des pros hyper qualifiés, capables de travailler tout type de métaux, souvent dans des conditions difficiles, endroits exigus, faible éclairage. Ils utilisent des techniques modernes, comme la soudure TIG ou MIG. Qu'ils soient dehors ou en intérieur, leur boulot, c'est de transformer des plaques d'acier en coques solides comme des bunkers. Le spectacle est impressionnant. Des arcs électriques éclairent l'espace, des étincelles jaillissent, les machines bourdonnent. Casqués, protégés, les ouvriers se déplacent entre les structures métalliques géantes. Les grues soulèvent des blocs énormes, pendant que les robots assurent des soudures en continu. Ces systèmes robotisés garantissent une précision extrême grâce à un suivi automatique des soudures et des corrections en temps réel. Ils effectuent des mouvements programmés, pour une soudure régulière, sans défaut. Dans les grands chantiers navals français, cette technologie permet de réduire le temps de soudure de la coque de 40%. La soudure laser utilise une densité d'énergie très élevée pour créer des soudures profondes, avec un impact thermique minimal. Elle peut atteindre 300 mm de profondeur en un seul passage, tout en réduisant la consommation d'énergie de 60%. Autre technique, la soudure par friction malaxage. Elle permet de joindre les métaux sans les faire fondre, grâce à la chaleur générée par le frottement. Idéal pour assembler de longues plaques d'aluminium, fréquentes dans les constructions navales. La construction d'un paquebot géant peut durer jusqu'à 3 ans. Tout commence par une conception détaillée, avec les spécifications techniques et l'aménagement intérieur. Puis vient la découpe de l'acier, via des machines à commande numérique qui assurent une découpe rapide et ultra précise. Les grandes plaques obtenues serviront ensuite à la fabrication de la coque. Ces machines peuvent traiter d'immenses surfaces métalliques à haute vitesse. Un vrai gain de temps et d'efficacité. Une fois les panneaux prêts, on les assemble à l'aide des techniques de soudure les plus avancées. Des robots suivent des programmes spécifiques pour exécuter des mouvements précis et produire des soudures parfaites. Grâce à cette robotisation, la production va plus vite, le risque d'erreur humaine diminue et la qualité est constante. Sur le chantier, on voit des grues géantes soulever des blocs de plusieurs tonnes, les placer à la bonne position. Les ouvriers se déplacent entre les structures d'acier au rythme des machines, des marteaux et des arcs électriques. On se croirait dans un film de science-fiction. Un navire se compose de centaines de blocs, assemblés un par un sur Terre. Un paquebot, par exemple, peut nécessiter plus de 40 blocs, montés à l'aide de grues monumentales, puis soudés ensemble. Une fois la coque terminée, on remplit la cale sèche d'eau. C'est le premier flottement du navire. Ensuite, on passe à l'aménagement intérieur,
Cabine, restaurant, théâtre, zone de détente. Avant ce grand moment, une série de contrôles. Vérification de l'étanchéité de la coque, test des trappes, des ponts, ajustements finaux. L'eau entre dans la cale par des écluses spéciales, sous contrôle strict. On surveille le niveau pour éviter toute déformation du navire. Une fois que le navire flotte, on vérifie sa flottabilité et l'absence de fuite ou défaut. On teste aussi les moteurs, les arbres d'hélice, les systèmes mécaniques. Sans oublier réseaux électriques, éclairage, électronique embarquée, GPS, radar, instruments de navigation, tout y passe. Le navire part ensuite en essai en mer. Vitesse, maniabilité, stabilité. Les tests sont effectués dans différentes conditions pour valider la sécurité et l'efficacité. Un défaut dans la conception peut tout changer. Un centre de gravité mal calculé peut entraîner un basculement. Un manque de stabilité peut compromettre la navigation. Si la coque n'est pas parfaitement étanche, l'eau s'infiltrera, provoquant des pertes de flottabilité, voire un naufrage. Heureusement, les tests de mise à l'eau permettent d'identifier ces défauts dès le remplissage de la cale sèche. Le navire doit être parfaitement équilibré pour rester stable. Un mauvais répartition du poids, et hop, problème de flottabilité. Les systèmes de stabilisation, comme les quilles anti-roulis, doivent fonctionner parfaitement. Sinon, le navire tangue et les essais sont invalidés. La franc-bord minimale, c'est-à-dire la distance entre le pont et la surface de l'eau, doit faire au moins 6% de la longueur totale du navire pour garantir une bonne réserve de flottabilité en cas de vagues ou de conditions extrêmes. Ils sont minuscules. Mais sans eux, aucune voiture ne pourrait rouler. Les roulements automobiles, figure-toi qu'ils encaissent jusqu'à 10 000 tours par minute, supportent un poids allant jusqu'à 300 kg. Et pourtant, ils restent les héros invisibles de ta voiture. Chaque année, on fabrique plus de 600 millions de roulements dans le monde, et certains sont même devenus intelligents, avec des capteurs intégrés qui te disent eux-mêmes quand ils sont usés. Comment, à partir d'acier chauffé à blanc, naît une pièce dont la précision se compte au millième de millimètre près? Dans cette vidéo, tu vas tout voir. De la fusion brûlante au roulement du futur. Accroche-toi. Les roulements. Ils bossent dans des conditions super difficiles. Ils doivent supporter une pression énorme, le poids de la voiture, des rotations ultra rapides et même une météo pourrie. Donc, tu t'en doutes, fabriquer cette pièce, ça demande une précision de fou et les meilleurs matériaux possibles. La qualité du processus de fabrication, ça ne détermine pas seulement la qualité de la pièce elle-même, mais aussi la sécurité de la voiture et le confort du conducteur. C'est pas rien. Tout commence avec des fours industriels gigantesques, chauffés à des températures qu'on a du mal à imaginer, plusieurs milliers de degrés Celsius. Des blocs de métal brut, généralement de l'acier, sont enfournés là-dedans. Ils commencent alors à fondre doucement, se transformant en un métal liquide brûlant, brillant. On dirait presque de l'or liquide. Ce processus, c'est la fusion. Et son but principal, c'est de virer toutes les impuretés du métal pour le rendre le plus pur et le plus résistant possible. Pendant la fusion, on ajoute des éléments chimiques spéciaux, comme du chrome ou du nickel, qui améliorent les propriétés de l'acier, sa dureté, sa résistance à l'usure et sa capacité à encaisser de fortes pressions. Tout le processus est contrôlé par des spécialistes hyper expérimentés.
Parce que le moindre petit écart de température ou de composition, ça peut flinguer la qualité du produit fini. Le métal fondu est mélangé super soigneusement pour obtenir une structure bien homogène. Et ensuite, on le coule dans des moules spéciaux pour qu'ils refroidissent. Ces moules permettent au métal de se solidifier sous forme de gros blocs qui serviront de base pour la prochaine étape de fabrication de roulement. Une fois que le métal a refroidi et s'est solidifié en gros blocs, on les découpe en morceaux plus petits, plus pratiques pour la suite. Ces morceaux, on les appelle des ébauches ou des lopins. On les envoie ensuite vers des machines spéciales qui vont petit à petit donner au métal la forme voulue. Par exemple, pour les roulements à billes, on crée de petites ébauches rondes et pour les roulements à rouleaux, des ébauches cylindriques. Le processus d'usinage est d'une précision incroyable. Chaque pièce est travaillée avec une marge d'erreur qui ne dépasse pas 1 millième de millimètre. C'est hyper important parce que la moindre imprécision, même minuscule, peut affecter le fonctionnement du roulement. Après la mise en forme, c'est l'étape de la rectification. Les ébauches passent dans des rectifieuses qui rendent leur surface parfaitement lisse et régulière. Ce qui est crucial, c'est que chaque bille ou chaque rouleau soit impeccablement rond. Ça garantit que la charge est répartie uniformément. À ce stade, les billets sont rectifiés plusieurs fois, puis polis jusqu'à briller comme un miroir. Le traitement final rend la surface tellement lisse que même au microscope, c'est difficile de trouver le moindre défaut. Pour que les roulements soient super costauds et capables de supporter des charges élevées, on leur fait subir un traitement thermique. On chauffe les pièces dans des fours spéciaux jusqu'à environ 850 degrés Celsius. Puis, on les refroidit très vite dans de l'huile ou de l'eau. Ce processus, ça s'appelle la trempe. Juste après, on les réchauffe une nouvelle fois, mais à une température plus basse, autour de 150 ou 200 degrés. Cette étape, qu'on appelle le revenu, ça permet de réduire les tensions internes dans le métal et de le rendre plus durable, plus résistant dans le temps. Les billes, ou les rouleaux finis, sont ensuite placés dans une enveloppe spéciale. C'est ce qu'on appelle la cage. Pour les roulements à billes, il faut exactement 6 ou 8 billes, positionnées de manière égale autour de la bague intérieure. La cage est fabriquée dans un métal spécial qui protège les billes contre les chocs et les dommages. Pour réduire la friction et éviter l'usure entre les surfaces, on ajoute un lubrifiant. Ça peut être une huile spéciale ou une graisse épaisse. Après ça, le roulement est scellé avec des joints d'étanchéité pour que le lubrifiant ne s'échappe pas et que la saleté ne puisse pas rentrer. Avant d'envoyer le roulement au client, on le vérifie sous toutes les coutures. On teste sa résistance à l'usure, sa solidité et la précision de son fonctionnement. Par exemple, chaque roulement doit pouvoir supporter une charge de plus de 300 kg et tourner impeccablement à des vitesses allant jusqu'à 10 000 tours par minute. C'est du sérieux. La dernière étape, c'est l'emballage des roulements dans des boîtes spéciales. Certains partent directement dans les usines, où on assemble les voitures, tandis que d'autres sont vendus dans les magasins de pièces auto. Actuellement, le marché mondial des roulements est estimé à environ 120 milliards de dollars américains. Les principales régions consommatrices sont l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Les leaders dans la production de roulements sont la Suède, l'Allemagne, les États-Unis et le Japon. Aux États-Unis seulement, on produit plus de 600 millions de roulements chaque année, ce qui couvre les besoins de l'industrie automobile, aéronautique et d'autres secteurs industriels.
Les technologies modernes transforment même les plus petites pièces de nos voitures, et les roulements ne font pas exception. Aujourd'hui, ils sont équipés de capteurs spéciaux qui permettent de surveiller leur fonctionnement en temps réel. Ces capteurs collectent des informations sur la température, les vibrations, la vitesse de rotation et même le degré d'usure. Grâce à ces données, on peut détecter rapidement le moindre problème avec le roulement et donc prévenir d'éventuelles pannes ou accidents. Pratique, non? Ces capteurs fonctionnent grâce à de l'électronique intégrée qui transmet les données à l'ordinateur central de la voiture ou même dans le cloud. Ça veut dire que le fabricant ou le conducteur peut recevoir des notifications sur l'état du roulement directement sur son smartphone ou sur l'écran de la voiture. Par exemple, si un roulement commence à surchauffer à cause d'une charge trop importante, le système le détecte et alerte le conducteur. En plus, ces innovations aident à optimiser l'utilisation des lubrifiants, ce qui prolonge la durée de vie des roulements. Dans l'industrie et l'aviation, les roulements équipés de capteurs deviennent indispensables pour assurer le fonctionnement sans interruption des équipements. Leur utilisation permet non seulement d'économiser sur la maintenance, mais contribue aussi à améliorer la sécurité et l'éco-responsabilité des machines. Les roulements intelligents, c'est clairement un grand pas en avant dans le monde de la technologie et du confort. Même si on trouve les roulements intelligents, surtout dans l'automobile, ils sont aussi utilisés dans l'aviation, l'agriculture et même dans les éoliennes. Bref, partout où surveiller l'état des pièces est absolument critique. Grâce à cette surveillance précise et à l'optimisation du fonctionnement, les roulements intelligents aident à réduire la consommation d'énergie et de lubrifiants, ce qui est une bonne nouvelle pour l'environnement. Et qui sait, peut-être que bientôt, la technologie sera tellement avancée que le roulement nous criera lui-même. « Eh oh, tu vas où comme ça, abruti? Tu vois pas que je suis complètement mort? C'est l'heure d'aller au garage, pas de partir en vacances. » Pourquoi une partie des vieux médicaments est-elle détruite, alors qu'une autre, revient dans le circuit? Chaque jour, dans le monde entier, on produit des centaines de milliers de tonnes de déchets médicaux, des seringues usagées, des ampoules vides, des tubes à essai pleins de sang, des gants chirurgicaux, des médicaments périmés. Mais tu t'es déjà demandé ce qu'ils deviennent ensuite? Tu sais que certains de ces déchets peuvent rester dangereux pendant des années? Et qu'une mauvaise élimination peut carrément provoquer des catastrophes écologiques. Aujourd'hui, on va jeter un œil derrière les portes des entreprises spécialisées, où des autoclaves, des fours à très haute température et même des réactions chimiques transforment des substances dangereuses en déchets inoffensifs. Comment on stérilise une seringue exactement? Et quels sont les risques liés à une élimination illégale? Reste bien avec nous. La suite, c'est du très très lourd. Chaque année, aux États-Unis d'Amérique, on génère plus de 6 millions de tonnes de déchets médicaux. Et non, la majorité, c'est pas des produits ultra toxiques. La plupart du temps, on parle juste de gants, de bandages, de blouses, de serviettes, en contact avec des fluides biologiques. Mais tout ça, c'est considéré comme potentiellement infectieux, donc hors de question de les balancer à la poubelle classique. Dans chaque hôpital, clinique, cabinet dentaire, laboratoire ou centre vétérinaire, bref, partout où on soigne, il y a des zones clairement définies pour stocker temporairement les déchets. Les objets à risque, comme les seringues, aiguilles, ampoules, bistouris, sont mis dans des conteneurs rigides, marqués « objets tranchants ». Ils sont hermétiques et surtout impossibles à percer. Les matériaux humides ou souples, comme les compresses, la gaze, les serviettes, vont dans des sacs spéciaux, souvent rouges ou jaunes, bien fermés. Dans les grands centres médicaux,
On les ramasse tous les jours, voire plusieurs fois par semaine. Dans les plus petits, c'est une fois par semaine, ou toutes les deux. Les entreprises qui gèrent ces déchets viennent selon un planning précis. Elles embarquent les conteneurs pleins et laissent des neufs. Tout le trajet est suivi, enregistré, pour éviter toute fuite de substances dangereuses. Un gros hôpital, à lui seul, peut produire jusqu'à 5 tonnes de déchets médicaux par jour. À l'échelle nationale, les établissements américains représentent entre 15 et 20% des déchets biologiques dangereux de la planète. Et même si environ 85% de ces déchets ne sont pas infectieux, ils doivent quand même être traités avec sérieux. Après la collecte, tous les conteneurs sont envoyés vers des installations spécialisées, que ce soit des entreprises privées comme Stericycle ou Daniels Health ou des centres publics. La méthode la plus utilisée, la stérilisation à la vapeur sous pression. Les déchets sont placés dans des chambres hermétiques, puis exposés à de la vapeur, entre 120 et 1 et 134 degrés Celsius, sous 2 ou 3 atmosphères de pression. Le processus dure entre 30 et 60 minutes. Et là, plus de bactéries, plus de virus, plus de champignons. Une fois traité, ce type de déchet n'est plus dangereux. Il est jeté comme une ordure normale. Cette technique permet de traiter environ 30% des déchets médicaux, soit entre 300 000 et 400 000 tonnes par an. On parle ici de bandages, gaz, blouses, gants, serviettes après injection, seringues sans aiguille, pinces en plastique, tubes, petits contenants sans liquide, flacons usagés, pipettes, boîtes de pétri. Mais certains déchets, les plus risqués, doivent être incinérés. Et là, on monte à 800, voire 1200 degrés Celsius. Ce traitement réduit le volume des déchets de 90 à carrément 95%. On incinère quoi? Des bouts de tissu, des organes, des membres amputés, des restes fétaux, des fluides biologiques en grande quantité, des médicaments périmés ou interdits, des vaccins, des produits hormonaux, des substances de chimiothérapie, et bien plus encore. Les déchets sont introduits dans le four via des trémies ou des vis sans fin, pour une alimentation continue. À l'intérieur des fours, il y a plusieurs niveaux de combustion. La première chambre brûle les déchets principaux. La chaleur y est telle qu'elle dégrade totalement les matières organiques. La deuxième chambre, elle, monte encore en température pour détruire les gaz résiduels et limiter les émissions nocives. Et ensuite, les gaz passent par des filtres qui éliminent les polluants. Dioxyde de soufre, oxyde d'azote, métaux lourds, fumée toxique. Les médicaments ont tous une date de péremption. Au-delà, certains deviennent moins efficaces, voire dangereux. Ceux à base de substances actives instables sont systématiquement détruits à l'expiration. Mais parfois, même périmés, certains restent efficaces, à condition d'avoir été bien stockés. Les médicaments non encore expirés, bien conservés, jamais ouverts, peuvent être remis sur le marché. Il existe des procédures précises. Les pharmacies peuvent récupérer des stocks non vendus, scellés, et les revendre. Mais sous contrôle strict. Et selon les pays ou les régions, les règles varient. Certains acceptent de remettre en circulation des médicaments considérés comme sûrs. D'autres interdisent totalement cette pratique.
Il existe aussi des programmes de retour. Quand un patient arrête un traitement ou a des médicaments non utilisés, il peut les ramener en pharmacie. Ces médicaments peuvent être réutilisés ou éliminés correctement s'ils ne sont plus utilisables. Certains médicaments périmés ou ouverts sont parfois utilisés pour la recherche, pour tester leur stabilité ou leur efficacité au-delà de la date limite. On estime que jusqu'à 15% des médicaments vendus en pharmacie finissent jetés, car périmés. Vu la valeur du marché pharmaceutique mondial, cela représente chaque année des milliards d'euros de pertes. D'après certaines études, jusqu'à 90% des médicaments resteraient efficaces après leur date de péremption, si les conditions de stockage ont été respectées. Mais franchement, d'un point de vue humain, on ne conseille pas d'expérimenter avec ça. À moins d'une urgence vitale, bien sûr. Éliminer des médicaments, ça coûte cher. En Europe, où les règles sont très strictes, le traitement des médicaments périmés ou toxiques coûte des dizaines de millions d'euros par an. Alors évidemment, certaines entreprises cherchent à réduire leurs coûts. Le marché noir des déchets médicaux est estimé à plusieurs milliards de dollars par an. Même des sociétés officielles, pourtant agréées, enfreignent parfois la loi, en choisissant des méthodes moins chères, mais beaucoup moins sûres. Chaque année, dans le monde, on produit plus de 60 millions de tonnes d'aluminium. C'est le métal sans lequel on n'aurait ni avion, ni smartphone, ni même de fusée spatiale. Mais est-ce que tu savais que pour obtenir une seule tonne d'aluminium, il faut dépenser plus d'électricité que ce que consomme une maison en une année entière? Des fours incandescents aux bains électriques remplis de métal liquide. La production d'aluminium, franchement, ça ressemble plus à de la science-fiction qu'à de l'industrie classique. Prêt à plonger dans ce monde d'énergie, de puissance et de précision? Alors, allons-y. La production d'aluminium, ça commence par l'extraction de la bauxite, qui est le minerai d'aluminium le plus courant dans la nature. La bauxite, en général, c'est un mélange d'hydroxyde d'aluminium, avec des oxydes de fer, de la silice et d'autres impuretés. Pour en extraire l'aluminium, il faut d'abord transformer la bauxite en alumine. Et pour ça, on utilise le procédé Bayer. Le procédé Bayer, ça démarre en broyant la bauxite très finement. Ensuite, ce minerai broyé est mélangé à une solution chaude d'hydroxyde de sodium. On appelle ça la soude caustique, à une température d'environ 200 degrés. Dans ces conditions, les oxydes d'aluminium de la bauxite se dissolvent, formant de l'aluminate de sodium, tandis que les impuretés qu'on ne veut pas, elles, restent sous forme de résidus solides insolubles. C'est la fameuse boue rouge. Après ça, on refroidit la solution obtenue, et l'hydroxyde d'aluminium commence à cristalliser. Ces cristaux, on les filtre et on les lave bien. Ensuite, on les chauffe à très haute température, autour de 1000 degrés, dans des fours spéciaux pour éliminer toute l'eau. Ce qui reste à la fin, c'est de l'alumine pure, une poudre blanche qui est la matière première essentielle pour l'étape suivante, l'électrolyse, qui va nous donner l'aluminium métal. L'électrolyse, c'est le processus clé dans la production d'aluminium, celui qui transforme l'alumine en aluminium métallique. Ça se passe dans des cuves d'électrolyse spéciales, remplies de cryolite fondu. La cryolite, elle sert de solvant pour l'alumine. Elle permet surtout d'abaisser la température de fusion de l'alumine de plus de 2000 degrés à environ 950 degrés, ce qui rend le processus beaucoup moins gourmand en énergie. C'est déjà ça.
On ajoute donc l'alumine à la cryolite fondue dans la cuve, où elle se dissout. Puis, on fait passer un courant électrique super puissant à travers ce bain fondu. L'électrolyse va alors casser les molécules en leurs composants, l'aluminium et l'oxygène. Les atomes d'aluminium, qui sont chargés positivement, sont attirés par la cathode. C'est l'électrode négative, située au fond de la cuve. Là, ils se déposent sous forme de métal liquide pur. Pendant ce temps, les atomes d'oxygène sont attirés par l'anode, l'électrode positive faite en carbone. Sur l'anode, l'oxygène réagit avec le carbone, formant du dioxyde de carbone, CO2, qui s'échappe dans l'atmosphère. Cette étape, elle consomme une quantité phénoménale d'électricité. Pour produire une seule tonne d'aluminium, il faut en général environ 15 MWh. C'est pour ça que l'électrolyse est l'un des processus industriels les plus énergivores au monde. L'aluminium liquide, obtenu à la cathode, est ensuite collecté et transporté pour être coulé ou traité. C'est grâce à ce processus qu'on obtient ce métal de haute qualité utilisé dans l'automobile, l'aviation, la construction et plein d'autres domaines. L'aluminium qui sort de l'électrolyse contient encore quelques impuretés, comme du fer, du silicium et d'autres éléments qui pourraient affecter ses propriétés et limiter son utilisation. Pour éviter ça, l'aluminium passe par plusieurs étapes de purification. Première étape, éliminer les grosses inclusions mécaniquement. On fait passer l'aluminium fondu à travers des filtres spéciaux qui retiennent les particules solides. Ensuite, on le purifie dans des fours de traitement en ajoutant des réactifs chimiques spécifiques qui vont attraper les impuretés restantes. Ces réactifs réagissent avec les impuretés pour former un laitier léger, une sorte d'écume qui flotte à la surface du métal fondu et qu'on enlève ensuite. Deuxième étape, le dégazage. Dans l'aluminium fondu, il peut rester des gaz dissous, comme de l'hydrogène, qui créent des bulles, des porosités, et nuisent à la structure du métal. Pour virer ces gaz, on fait barboter des gaz inertes, comme l'argon, à travers le métal liquide, ou alors on met le bain sous vide. Ce processus assure une structure bien homogène et augmente la résistance du matériau. Dernière étape de purification, le traitement électromagnétique. L'aluminium fondu est soumis à un champ magnétique qui aide à répartir uniformément les particules et améliore encore la qualité du métal. L'aluminium qu'on obtient à la fin est d'une grande pureté, généralement supérieure à 99%, ce qui le rend apte aux applications les plus exigeantes, comme l'aéronautique ou la fabrication de composants électroniques. Avant la fusion proprement dite, l'aluminium, qu'il soit neuf ou recyclé, est nettoyé de ses impuretés et saletés pour garantir la meilleure qualité possible du produit final. Le métal est chargé dans un four où il est chauffé progressivement jusqu'à devenir liquide. C'est important que le chauffage soit uniforme pour assurer l'homogénéité du métal et éviter la formation de films d'oxyde à la surface. La température de fusion de ce métal, c'est 660 degrés Celsius. Pour ça, on utilise généralement des fours à induction ou à gaz. Ça dépend des besoins et de la taille de l'usine. Pendant la fusion, on fait super gaffe à la sécurité. L'aluminium réagit facilement avec l'oxygène de l'air, formant une couche d'oxyde qui peut altérer ses propriétés. Donc, pour protéger le métal fondu de l'air ambiant, on utilise souvent des gaz inertes, comme l'argon, qui créent une atmosphère protectrice dans la chambre de fusion. Ça permet de minimiser les pertes de métal et d'améliorer sa qualité. Malin! Une fois que l'aluminium est complètement liquide, on le maintient à cette température jusqu'au moment de l'utiliser pour le coulage ou d'autres étapes de transformation. Le métal fondu est ensuite versé dans des moules pour créer des lingots
qui serviront pour des opérations ultérieures, comme l'extrusion, le laminage ou la fabrication de pièces moulées. Le formage, ou moulage, c'est l'étape où l'aluminium fondu prend sa forme définitive en étant versé dans des moules spécialement préparés. Le type de moule dépend de la pièce qu'on veut fabriquer. Ça peut être un moule en sable, un moule métallique, appelé coquille, ou un moule en graphite. Chacun a ses avantages et ses spécificités. Les moules en sable sont les plus utilisés pour fabriquer des pièces grandes et complexes, ou pour des petites séries. On mélange du sable avec des liants pour créer un moule capable de résister aux températures élevées du métal fondu. Les pièces coulées comme ça ont une surface assez rugueuse, qui demande souvent une finition supplémentaire. Les moules métalliques, ou coquilles, sont faits en métal, comme l'acier ou la fonte, et servent à produire un grand nombre de pièces identiques. Ils garantissent une grande précision et une surface lisse au produit fini. C'est idéal pour les pièces utilisées dans l'automobile ou l'aéronautique, par exemple. Les moules en graphite, eux, sont utilisés pour fabriquer des pièces qui exigent une précision extrême ou une géométrie très complexe, comme dans l'électronique ou pour des composants spéciaux. Le graphite conduit mal la chaleur, ce qui permet de contrôler très finement la vitesse de refroidissement du métal. Léger comme une plume par rapport à l'acier, mais tout aussi résistant. Un métal qui ne craint ni la rouille, ni l'eau salée, et qui peut même vivre dans ton corps, sans provoquer la moindre allergie. C'est le titane. Mais comment, à partir de la roche qu'on appelle minerai, ce métal voit-il le jour? Plongeons ensemble dans son incroyable voyage. Le titane ne se trouve pas tout simplement à l'état pur, comme l'or ou l'argent. Il est caché dans des roches qu'on appelle le rutile et l'ilménite. Des pierres lourdes, sombres, qu'il faut extraire du sol. Des excavatrices géantes, de véritables titans de la construction, déchirent la terre sur des dizaines de mètres de profondeur. Leurs godets, de la taille d'une petite voiture, s'enfoncent dans le sol avec un rugissement, soulevant des tonnes de pierres, de sable et d'argile. Le ciel se charge de nuages de poussière, les moteurs grondent, le métal grince. Chaque mouvement de ces machines est une danse de puissance, où la précision se mêle à une force impressionnante. Des chaînes gigantesques, des systèmes hydrauliques agissent comme des muscles mécaniques, permettant à ces monstres de dompter même les roches les plus dures. Un véritable spectacle de technologie, où chaque coup de pelle nous rapproche des trésors de la Terre. Ce minerai, point de départ d'une grande aventure industrielle. Le minerai extrait peut peser des centaines de tonnes chaque jour. Mais avant tout, il faut le purifier. Enlever les pierres, le sable, le fer, grâce à des séparateurs magnétiques et gravitationnels. Imagine un tamis géant qui ne laisse passer que les particules dont on a besoin. Et c'est là que les choses deviennent passionnantes. Le titane, dans le minerai, c'est comme un gâteau avec du chocolat et de la crème. Mais nous, on ne veut que la crème. Pour ça, on utilise le procédé Kroll, en 2 grandes étapes. On mélange le minerai avec du charbon, on le chauffe à une température extrême, plus de 1000 degrés Celsius, tout en y injectant du gaz chlore. Le chlore réagit avec le titane et l'oxygène présent dans la roche, formant une substance liquide, le tétrachlorure de titane. Cette substance est ensuite purifiée, jusqu'à devenir un gaz transparent et léger. Le processus dure plusieurs jours, avec une surveillance constante de la température et de l'atmosphère pour éviter toute oxydation.
Le tétrachlorure purifié est ensuite acheminé dans une grande chambre hermétique. Là, il est mélangé avec du magnésium fondu, à une température dépassant 1500 degrés Celsius. Le magnésium capte le chlore, laissant derrière lui du titane pur sous forme de masse poreuse, qu'on appelle l'éponge de titane. Ce processus prend plusieurs jours et doit se faire à l'abri de l'air, car le titane réagit très vite avec l'oxygène. L'éponge de titane est ensuite refroidie, broyée, puis compressée en gros blocs. Ces blocs ressemblent à de grands cylindres, environ 8 cm de diamètre pour 35 cm de long, parfait pour le transport et les futures transformations. Une fois ces lingots de titane obtenus par fusion et moulage, on passe à l'étape suivante, la mise en forme. C'est là que le titane prend vie, sous forme de pièces pour l'aviation, la médecine, la mécanique et bien d'autres secteurs. On commence par chauffer les lingots à des températures élevées, autour de 950 degrés Celsius. Cette chaleur rend le métal plus malléable, plus facile à travailler, sans risque de fissure. Mais même chauffé, le titane reste incroyablement solide. Donc il faut des machines spéciales, des presses puissantes, capables de générer des forces énormes. L'une des méthodes les plus courantes pour transformer le titane, c'est le laminage. Les lingots passent entre des rouleaux, qui les aplatissent progressivement, donnant des feuilles minces et régulières. Ces feuilles de titane sont ensuite utilisées pour fabriquer des carlingues d'avion, des implants médicaux, des pièces de moteur et bien plus encore. En plus du laminage, on utilise aussi le forgage. Le titane est alors soumis à des pressions énormes pour prendre la forme voulue. Grâce au forgeage, la structure du métal devient plus dense, augmentant sa résistance et sa capacité à absorber les chocs. Idéal pour des pièces qui doivent fonctionner dans des conditions extrêmes, comme les moteurs d'avion. Le titane peut aussi être plié, découpé et percé. Mais en raison de sa dureté, ces opérations nécessitent des outils spéciaux, souvent en diamant ou en carbure. La découpe se fait avec des disques diamantés ou des outils en carbure qui restent tranchants et résistants au titane. Le perçage, lui, doit se faire avec un refroidissement constant pour éviter toute surchauffe. Le titane a aussi la particularité de réagir avec l'air à haute température, formant une couche d'oxyde solide. C'est pourquoi toutes les opérations de chauffage et de mise en forme se font sous atmosphère contrôlée, sous vide ou avec des gaz inertes. Les avions et les vaisseaux spatiaux contiennent jusqu'à 30% de titane, parce qu'il est léger et supporte de grandes contraintes. Les implants en titane ne sont pas rejetés par le corps, ce qui les rend parfaits pour les prothèses, les implants dentaires et même les stimulateurs cardiaques. Les voitures de sport utilisent du titane pour être plus légères et plus rapides. Les turbines, les équipements chimiques, les navires, tout ça utilise du titane pour sa résistance à la corrosion. Et ce n'est pas tout. Le titane peut être fondu et réutilisé sans perdre ses propriétés. Sa légèreté aide à économiser du carburant dans les avions et les voitures, réduisant ainsi les émissions de gaz polluants. Les ingénieurs continuent d'inventer des méthodes plus économiques et écologiques pour produire ce métal incroyable. Mais la vraie révolution, c'est l'impression
3D avec du titane. L'avenir est déjà là. Au lieu de découper ou de forger le métal, on le fait pousser couche par couche, comme un puzzle en 3D. Avec cette technologie, on peut créer des formes complexes, des structures internes, légères mais solides, impossibles à obtenir par des méthodes traditionnelles. En impression 3D, chaque couche de poudre de titane est fondue au laser ou par un faisceau d'électrons. C'est pas juste une technologie, c'est l'avenir. Un avenir qui nous permet de fabriquer des pièces plus légères, plus résistantes et parfaitement adaptées aux exigences de l'aéronautique, de la médecine et même de l'exploration spatiale.